Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 8 janvier 2012. Je me trouve dans le décor du salon de ma tante Denise. Je suis encore à la campagne. Je termine mes vacances du temps des fêtes demain. Je reviens à Montréal demain. Et j'ai décidé de vous enregistrer une petite vidéo juste avant de finir les vacances. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, entre autres, d'un livre que j'ai relu dans le temps des fêtes. À vrai dire, j'en ai lu deux. Je suis en train de lire toute la vie de Steve Jobs, qui est fascinante. J'adore ce livre, mais je ne vais pas vous parler de lui aujourd'hui. Je vais vous parler d'Abraham, le livre créateur d'avant-garde. Je vous ai déjà parlé de créateur d'avant-garde dans pas uniquement de ce livre-là, mais de tous les livres d'Abraham, dans deux autres de mes séries de vidéos précédentes. Mais j'ai offert ce livre-là à ma mère dans le temps des fêtes. Souvent, je parle à ma mère, je parle aux gens autour de moi, je parle aux gens que je connais, des enseignements qui se trouvent dans les livres d'Abraham, des messages qui sont transmis de façon télépathique à Esther X. Et ces livres-là font tellement bien, ils nous alignent d'une façon tellement juste que les lire, les relire après avoir vécu des nouvelles expériences, ça nous fait toujours découvrir plus profondément cet enseignement-là. Alors aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous partager, c'est la partie 2 du livre, le livre Créateur d'avant-garde, qui a été publié entre autres par les éditions Ariane, et vous allez pouvoir voir en dessous de la vidéo de YouTube les liens que je vais vous mettre avec mon site web et le petit site web que j'ai fait relié à Abraham. Entre autres, sur mon petit site web aussi, il y a un document audio d'un extrait de livre gratuit que vous pouvez écouter. En tout cas, il y a plusieurs informations. Tout ça, je vais vous en donner un comme ça, là, mais ça va être marqué en dessous. C'est les www.everyoneweb.fr/Abraham. everyoneweb.fr/Abraham. Et mon site de base qui est toujours juliemorin.ca. OK, alors le livre Créateur d'avant-garde, c'est un livre qui est en deux parties. La toute première partie donne la théorie, ça explique le mécanisme de la loi d'attraction d'une façon assez profonde, plus profonde que parfois comment on en entend parler en surface avec beaucoup d'autres enseignements qui circulent sur le sujet. Et dans la deuxième partie du livre, il y a comme des exercices pratiques. Le titre officiel, je crois, c'est 22 processus pour dynamiser davantage toute la loi d'attraction dans notre vie. Alors, je vais vous donner aujourd'hui un petit résumé des 22 processus. Naturellement, je vous conseille de lire ce livre-là, de lire les processus, parce que vous allez avoir beaucoup plus de détails que le petit résumé d'informations que je vous donne. Si vous prenez le temps de vraiment lire tranquillement, avec beaucoup d'attention, ou de relire ce livre-là, vous allez aller en chercher beaucoup plus. Mais je vais vous donner un petit résumé des exercices parce que déjà, si vous les faites à une certaine dose dans votre vie, vous allez voir que vous allez en sentir les bienfaits. Ce qui est intéressant aussi, avec tout ce qu'on lit d'Abraham ou tous les exercices qu'on fait, ça monte toujours nos vibrations. Nos vibrations s'élèvent toujours de plus en plus, on se sent toujours de mieux en mieux. Et comme on attire toujours ce qui est en correspondance avec nos vibrations, par la loi d'attraction, par la loi d'aimantation naturelle, mieux on se sent, plus facilement, plus rapidement, on attire des choses qui nous intéressent davantage. Alors, si on prend quelques minutes par jour pour lire X pages d'un livre d'Abraham, pour relire X pages ou encore pour faire quelques exercices, quand on ressort de ces minutes-là, on est déjà un peu plus haut. Notre vibration est plus légère et on est en meilleure condition pour attirer des belles choses dans notre vie. Alors, je commence avec ce petit résumé-là. Tiens, je vais prendre un petit aide-mémoire que je me suis fait.
C'est un petit cahier, entre autres, que ma soeur m'a donné dans le temps des fêtes. Elle allait faire des commissions, puis elle avait rapporté des petites choses juste qu'elle voulait nous offrir comme ça. Puis c'était une espèce de beau petit cahier d'écriture. Puis dans le temps des fêtes, j'ai eu toutes sortes d'idées qui me venaient pour ce que je veux faire dans mes textes, dans mes projets, les sites web. Puis déjà, en 2 semaines, il est presque rempli. Et à un moment donné, c'est ça, je me suis dit... je vais rafraîchir toutes mes idées que j'ai sur les 22 processus. Puis, j'avais pris des petites notes, entre autres, en relisant le livre. Alors, si on commence avec le premier processus. Le premier processus, c'en est un qui commence à être de plus en plus connu et que d'autres personnes parlent. C'est ce qu'on appelle le déchaînement d'appréciation. On pourrait l'appeler aussi le déchaînement de gratitude ou le déchaînement d'amour, parce que l'appréciation, la gratitude, l'amour, c'est très très proche, c'est presque synonyme dans différents contextes. Alors, ça dans le fond, c'est de prendre conscience que malgré tout ce qui ne va pas dans notre vie, tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui ne marche pas comme on voudrait, il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. Et on peut remarquer ces choses-là, les apprécier, avoir de la gratitude, avoir de l'amour pour ce qui est déjà là. Un élément que j'entendais de quelqu'un d'autre il y a quelques semaines, c'est pas dans le livre d'Abraham, mais je trouvais ça intéressant. La personne disait, si vous avez de la difficulté à trouver des éléments que vous appréciez, pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude, parce que vous trouvez que votre vie est lourde et difficile et souffrante, essayez d'imaginer certaines choses que vous avez déjà et que vous pourriez perdre. Et comment vous auriez un manque de ces choses-là. Donc, autrement dit, regardez ce que vous avez déjà et que vous souhaitez vraiment conserver parce que c'est déjà une bonne base. Alors, l'idée, là, c'est pas de penser à perdre des choses. Ça irait un peu contre la loi d'attraction, mais je veux juste dire, si vous comprenez l'essence de ce que je viens d'exprimer, quand on regarde ce qui est alentour de nous, dans notre quotidien, et qu'on se dit « Ah oui, ça j'aime ça, ça me fait du bien, ça. » Toutes ces petites choses-là, on peut les apprécier, sachant que c'est déjà un plus. Et plus on a d'appréciation, plus on a de gratitude, plus on a d'amour, plus on attire des situations qui sont dans une vibration semblable et qui vont nous apporter encore plus d'appréciation, encore plus de gratitude, encore plus d'amour. Par exemple, moi, j'ai développé une petite pratique au niveau de mes consultations en privé. Quand je rencontre une personne pour la toute première fois dans mes consultations en privé, j'offre à cette personne-là une petite pierre de gratitude et elle peut la mettre n'importe où, à côté de son ordinateur, dans ses poches avec sa monnaie, sur un bureau, n'importe où. Mais quand on voit notre pierre de gratitude, ça nous rappelle d'avoir une pensée d'appréciation. C'était entre autres dans le film Le Secret qu'on parlait de ça, et c'est des enseignements qui viennent entre autres aussi, le Secret, tout ce film-là a été démarré par Esther et Jerry Hicks et tout le courant d'Abraham, donc on en retrouve là, de ces enseignements-là un peu partout. Alors, le premier élément, c'est vraiment d'avoir des petits moments de déchaînement, d'appréciation, de gratitude, d'amour, et c'est vraiment un plus. Et ça peut être des tout petites choses, ça peut être des plantes qui sont autour de vous, ça peut être une belle peinture ou un beau poster, ça peut être le soleil ou la pluie que vous aimez dans une journée, l'eau quand on prend notre douche, toutes sortes de petites choses. Ça peut être des moyennes ou des plus grandes aussi, mais quoi que ce soit qu'on apprécie dans notre quotidien, c'est déjà quelque chose qui nous élève et qui va attirer davantage. OK, le deuxième processus, c'est la boîte de création magique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez connu dans les ateliers de créativité. Je vous le résume en gros. C'est de se faire une petite boîte qu'on va agrémenter, on va marquer un titre, on peut marquer des mots dessus, on peut coller des choses dessus. Une petite boîte qui, pour nous, est comme une petite boîte magique. Et dans cette boîte-là, on y met des représentations d'images ou d'objets qui sont significatifs pour nous rappeler notre idéal de vie. Donc, quand vous lisez des magazines, quand vous lisez les journaux, s'il y a des éléments que juste à regarder ça, à lire ça, ça vous aide à vous sentir mieux, à voir la vie sous un nouveau jour. C'est toutes des représentations qui peuvent être mises dans votre boîte de création magique. Et quand, parfois,
on rouvre notre boîte, on regarde dedans qu'est-ce qui s'y trouve, ça suscite des sourires, des bonnes pensées, des bons souvenirs, et ça nous met dans un bon état. Un autre exemple que je pourrais vous donner, mais c'est pas mentionné directement dans les livres d'Abraham. Par exemple, si vous faites une boîte avec des petits mots que des gens vous ont écrits, des cartes que vous avez reçues, certaines photos précieuses, des petites choses qui ont été belles, des fois, si on prend soin de les ramasser et de les mettre dans un petit coffret, une petite boîte, c'est aussi un petit coffre au trésor qui parfois nous fait du bien et nous aide à monter nos énergies quand on s'y réfère. OK, le troisième élément, le troisième processus, c'est l'atelier de créativité. OK, l'atelier de créativité, c'est de prendre conscience que pour qu'on attire davantage ce qu'on veut, on a besoin de savoir davantage ce qu'on veut vraiment. Et Abraham suggère, entre autres, d'avoir, par exemple, 4 feuilles avec des thèmes différents quand on fait ça par l'écrit. Et ça peut être les thèmes « mon corps »,« ma maison »,« mes relations »,« mon travail ». Et là, tout au haut de la feuille, vous pouvez marquer « je veux » et une certaine situation par rapport à notre corps, par rapport à notre maison ou notre appartement, par rapport à nos relations en général et par rapport à notre travail. Après avoir écrit le titre, on écrit en dessous les raisons pour lesquelles on veut ça. On peut écrire par exemple, disons, au moins 4 raisons pour lesquelles on veut quelque chose. Donc, quand on précise pourquoi on veut une situation particulière, ça nous aide à imaginer tous les bénéfices qu'on va y retirer, toute la joie qu'on cherche vivre à travers cette expérience-là. Et ça nous aide à se mettre dans l'état mental et émotionnel qui est présent dans ce contexte-là, qui sera davantage présent quand la situation sera concrète, et ça commence déjà à attirer des vibrations. Donc, plus on prend le temps de préciser ce qu'on veut vraiment, et non pas ce qu'on ne veut pas, pour ne pas mettre le focus sur toutes les situations qu'on ne veut pas et les aimanter davantage, vraiment préciser ce qu'on veut avec notre corps, avec notre maison, notre appartement, notre travail et nos relations, et les raisons pour lesquelles on souhaite vraiment ça, on attire de plus en plus les énergies qui vont avec cette vibration-là, qui est de douceur, de bonheur, d'enthousiasme, toutes les bonnes énergies dans lesquelles on se met juste à penser à ça. Alors ça, c'est un petit atelier de créativité. On peut faire ça pendant quelques minutes, à un moment donné, dans notre journée ou dans notre semaine. Le troisième processus, c'est la réalité virtuelle. Alors, c'est d'imaginer une situation idéale. C'est proche, mais vous pouvez le faire juste par la pensée. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire. À ce moment-là, c'est de prendre conscience que par rapport à la loi d'attraction, les énergies qu'on attire, ils sont reliés tout autant à ce qu'on pense qu'à ce qu'on fait vraiment. Quand on est en train de faire et de parler de certaines choses, on déclenche des énergies, on émane, notre aura rayonne de différentes façons et ça attire des situations. Mais quand on est en train de réfléchir, de rêver, de penser à une situation idéale, tout ce qu'on est en train d'émettre, tout ce qui rayonne de nous, travaille énergétiquement, télépathiquement, à attirer des choses d'une vibration correspondante. Alors, à ce moment-là, quand on fait ce processus-là de la réalité virtuelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de s'appuyer sur ce qui est là, mais plutôt sur ce qu'on souhaiterait, sur ce qu'on aimerait, sur ce qui est notre idéal. Et juste à plonger dans cette réalité-là virtuelle, mentalement, ou même à l'écrire de différentes façons. Parfois, ça pourrait même être d'en parler à quelqu'un. Ça va déjà mettre des énergies en mouvement qui vont travailler à attirer des ressources, des opportunités, des situations par rapport à cette réalité-là virtuelle. Le cinquième processus maintenant, le jeu de la prospérité. Le jeu de la prospérité, c'est au niveau financier de s'imaginer, par exemple, que nos finances sont de plus en plus aisées à chaque jour. Ce qui veut dire, on peut faire l'exercice sur une année,
d'imaginer que la journée qu'on commence ce processus-là, on reçoit un chèque de 1000 $. Donc, vous pouvez vous prendre un de vos chèques personnels, vous pouvez vous prendre un bout de papier et vous faire à votre nom, Julie Morin, au nom de Julie Morin, un chèque de 1000 $ et on signe, là, vous faites une signature imaginaire, donc peut-être vous ne pouvez même pas décoder, mais comme vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui, comme quoi que vous recevez un chèque. Et là, vous vous plongez dans votre imaginaire, je reçois 1000 $ aujourd'hui. Comment est-ce que je dépense ce 1000 $ là pour améliorer ma vie? Et à chaque jour, vous vous faites un nouveau chèque augmenté de 1000 $. Alors, ce processus-là, qui s'appelle le jeu de la prospérité, c'est que chaque jour, vous avez 1000 $ de plus à dépenser virtuellement. Et vous vous préparez à voir de quelle façon vous pouvez améliorer votre vie. Ça peut être pour des choses plus personnelles, des choses pour votre famille, pour vos amis, des projets communautaires, des projets sociaux, des organismes que vous voulez aider, une école que vous voulez aider, dépendamment de vos rêves, de vos souhaits, de comment vous voulez bien utiliser des nouvelles sommes d'argent. À chaque jour, vous augmentez le montant et vous imaginez comment vous allez le dépenser. Et vous faites confiance que la vie, graduellement, va vous amener davantage de ressources. Et avec ce jeu-là de la prospérité, ça fait en sorte que, par exemple, après un mois, vous avez un montant de 30 000 $ pour imaginer comment vous pouvez le gérer. Après 300 jours dans le mois, vous avez 300 000 $ à dépenser cette journée-là. Et à la toute fin de l'année, 365 000 $ le chèque que vous allez vous faire à votre nom. Et ça totalise 66 millions. Si on accumule tous les montants accumulés sur une année, ça fait 66 millions. Alors c'est énorme. Vous pouvez à ce moment-là enclencher vraiment des projets communautaires, des projets humanitaires, des projets spirituels. C'est plus juste votre petit jardin, mais c'est un jardin à plus grande échelle et vous pouvez voir comment vous pouvez devenir un mécène, une personne qui contribue, qui aide. Alors c'est un exercice, ce jeu-là de la prospérité, pour appeler l'énergie à circuler de plus en plus dans notre vie et voir comment, avec notre créativité, on peut déployer, on pourrait déployer ces énergies-là. Alors, ça prépare le terrain pour se préparer à recevoir et se préparer à donner. Alors, ça, c'était le 5e processus, le jeu de la prospérité. Le 6e, la méditation. Alors, j'en parlerai pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui parlent de la méditation. L'idée dans ça, c'est d'alléger nos vibrations, de faire en sorte que nos énergies soient moins lourdes. Et là, ce n'est pas nécessairement de penser à quelque chose, mais c'est d'arrêter de penser à plein de choses, de se libérer le mental, de tranquilliser notre champ astral ou émotionnel de toutes sortes de turbulences, d'être dans un état plus calme. Abraham donne l'exemple d'un bouchon de liège qui flotte sur l'eau. Il flotte, il est léger, il n'est pas comme une roche qui coule. Alors, nos énergies sont comme ça. Dépendamment de nos états intérieurs, on a des énergies qui nous coulent de plus en plus, qui nous alourdissent, qui nous font nous noyer à travers nos journées. Et on a des énergies qui nous allègent, des pensées, des rêves, des façons de voir où on se sent plus léger. Alors, à ce moment-là, la méditation est de se donner un temps de calme, un temps de repos, un temps d'arrêt, juste pour être plus léger, se sentir vraiment comme un bouchon de liège qui vogue à la surface de l'eau et non pas comme une roche qui s'enfonce de plus en plus. Et cette vibration-là, plus légère, par aimantation, par télépathie, va faire en sorte qu'on va attirer toutes sortes de situations, de personnes, de contextes plus légers. OK, le processus suivant, le processus 7, l'évaluation des rêves. Nos rêves sont une partie de nos énergies intérieures, de notre essence, de notre ego. Et dans nos rêves, on projette une partie de qui on est. Alors, si on prend du temps pour se souvenir de nos rêves, quand on se réveille la nuit, quand on se réveille le matin, et qu'on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé, on va avoir une petite idée du genre de pensée, du genre d'émotion qui nous habite, et des fois qui fait partie de notre inconscient. Alors, ça nous aide à décoder certaines peurs qu'on a, certaines frustrations, certains enthousiasmes, certains désirs qu'on compte dans nos rêves. Donc, nos rêves, c'est une façon d'avoir une vision un petit peu plus consciente ou transparente de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et parfois aussi, quand on a des rêves qui sont comme des visions, qui sont créées par des parties plus élevées de notre être, ça peut être des symboles, des situations très spéciales, très spirituelles qui arrivent. Et là, ça peut être aussi une guidance pour nous aligner dans notre vie, dans notre journée.
Donc, le temps qu'on fait un petit retour sur nos rêves, on devient plus conscient de qui on est et qu'est-ce qui est à transformer ou comment est-ce qu'on peut s'enligner pour améliorer davantage notre journée, notre quotidien. Le processus 8, c'est le livre des aspects positifs. Le livre des aspects positifs, c'est de prendre conscience que dans tout ce qui nous entoure dans la vie, on a plein de choses positives, mais des fois, il y a des petits détails plus négatifs. Par exemple, une tache sur un mur, une tache sur un vêtement. Et on va avoir tendance, parfois, quand on bascule du côté de notre ego, à mettre le focus plus sur le négatif que sur le positif. Mais comme chacune de nos pensées, là où on met notre attention, ça dégage de l'énergie et ça l'attire de l'énergie, un peu comme les ondes radio, c'est des fréquences sur lesquelles on se met et qui nous permettent de capter des fréquences semblables. Plus on met notre attention sur les éléments négatifs, plus c'est ça qu'on va renforcer, c'est ça qui va augmenter dans notre vie. Plus on met notre attention sur le positif, c'est l'inverse. Alors, le livre des aspects positifs, c'est qu'on écrit un livre comme ça et chaque jour ou quelques fois par semaine ou par mois, selon l'élan qu'on a, on prend, par exemple, une situation, une personne, un contexte, on met ça en titre et on fait la liste de tous les éléments positifs qu'on trouve dans cette personne-là, qu'on trouve dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Et plus on va voir de positif, puis qu'on va mettre le focus sur le positif pour cette situation donnée-là, plus ça va attirer ça chez cette personne-là, ou dans la situation, dans le contexte professionnel, d'études, de travail, d'amis, de famille. À l'inverse, si on nourrit notre mental et notre champ astral ou émotionnel de la vibration plus négative, des mauvais souvenirs, on dégage ça et on attire ça par aimantation. Alors, l'idée, c'est tant qu'on n'a pas pris la décision vraiment de changer une relation, un contexte, tant qu'on est encore là, l'idée, c'est de vraiment mettre le focus sur tout ce qui est positif, puis d'accorder le moins d'attention possible au négatif qu'on a attiré à cause de nos pensées du passé, des autres journées, des autres semaines, des autres mois, des autres années. On a attiré ces choses-là, on les laisse passer et on se réaligne vraiment sur des éléments positifs. Donc, le livre des aspects positifs, juste de faire des listes comme ça nous rappelle plein de bons éléments qu'il y a à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur d'une situation, d'un contexte. Ça nous fait du bien et ça l'attire de plus en plus de ces belles énergies-là. OK, l'autre élément, c'est la création de scénarios, le processus 9. La création de scénarios, ça ressemble à la réalité virtuelle, le processus 4 que j'ai décrit tantôt. C'est semblable, c'est juste que la création de scénarios, on peut le faire plus long. C'est pas juste d'avoir une image virtuelle de quelque chose qu'on veut vivre. Le scénario, c'est de décrire tout un contexte en prenant conscience qu'on est vraiment le metteur en scène de notre vie, le créateur de notre vie. Et on se trouve à être le personnage central, et il y a des personnages qui gravitent autour de nous, avec lesquels on fait des choses, avec lesquels on réalise des projets, on vit des belles expériences. Donc, on scénarise notre vie. Qu'est-ce qu'on souhaiterait vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on souhaite vivre cette semaine, ce mois-ci, cette année? On élabore ce scénario-là, et il y a même des gens qui ont fait des scénarios pour des livres, pour des films, qui ont vu des événements se produire dans leur vie, autour d'eux. Des gens qui étaient près d'eux, qui ont été en contact avec ces scénarios-là qui ont été ébauchés, et juste les gens qui s'imprégnaient de ce scénario-là, ils n'attiraient des parties dans leur vie. Alors c'est très très fort. Le fait de faire des scénarios positifs change nos vibrations, change notre aimantation, tout notre aura, on met des nouvelles énergies de lumière, et on attire à nous des éléments qui vont contribuer à matérialiser ce scénario-là. Alors, vous pouvez prendre du temps pour créer des scénarios dans votre tête ou encore sur papier ou en discutant avec vos proches. Et parfois, on prend beaucoup de temps dans nos discussions avec les gens pour parler de ce qui ne va pas, des problèmes qu'on a eus, de ce qui s'est passé dans les nouvelles, dans notre entourage, dans la famille. Et tout le temps qu'on ressasse la négativité, on cristallise ça, on attire encore plus ces vibrations. Là, on enracine ça. Quand on en parle d'une façon très éclairée pour chercher des solutions, une amélioration, là, c'est différent parce qu'on s'aligne vers le haut, puis on s'aligne pour changer vraiment une façon de vivre. Mais quand on fait juste en parler, en ressasser ces éléments-là,
tourner en rond. Au Québec, on dit parfois dans la même poutine, on est dans les mêmes vieilles affaires. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on alourdit notre vie, les énergies, et on crée une aimantation qui est plus négative autour de nous. Alors, l'idée, c'est de ne pas mettre tant de focus sur ce qui est là déjà et qui est négatif, mais plutôt sur le scénario idéal qu'on veut vivre et comment on peut en parler et se préparer à ça. Le processus 10 maintenant, c'est le processus du napperon. Le processus du napperon, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, quand on est dans un restaurant. Des fois, on réfléchit à ce qu'on a à faire, la liste de toutes les choses qu'on aura à faire dans notre journée ou notre semaine, puis on se sent débordé. Alors, le processus du napperon, si on est dans un restaurant ou à la maison, il s'agit simplement de prendre une feuille. On sépare la feuille en 2 sections et d'un côté, on inscrit ce que je veux faire aujourd'hui, ce qui nous semble réaliste de faire sans se sentir débordé. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on confie à l'univers. Ce qu'on dit qu'il va se faire à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas comment, mais on fait confiance que l'univers va nous aider pour faciliter les étapes. Donc, juste de rendre ça plus clair, au lieu d'avoir notre mental tout chargé de tous les détails, toutes les choses qu'on devrait faire aujourd'hui, on écrit. Par exemple, du côté gauche, les choses qu'on sent qu'on va faire aujourd'hui, et du côté droit, tout ce qu'on délègue à l'univers. Bien sûr, ça ne se passera peut-être pas exactement comme ça va être écrit sur notre napperon, sur notre feuille, mais c'est déjà un début de clarification, d'alignement pour attirer des ressources qui vont nous aider, des personnes qui pourraient venir nous assister. Et plus on a la foi, plus on fait confiance, plus notre journée va s'aligner selon ce qu'on avait conscience qu'on pourrait vraiment faire aujourd'hui, ce qui était réaliste de faire, et ce qui va être délégué à l'univers et qui va se faire à un autre rythme, puis que ça va être bien correct quand même. Donc, c'est pour alléger un peu notre planification mentale. Donc, ça, c'était le processus 10, le processus du napperon. Maintenant, le processus 11, l'expression de ses intentions. L'expression de ses intentions, c'est d'avoir toujours plus clair qu'est-ce qu'on souhaite vraiment faire avant chaque petit moment de vie. Par exemple, vous avez un téléphone à faire. Comment vous souhaitez que ce téléphone-là se passe avec la personne à qui vous allez parler? Vous allez aller rencontrer une personne plus tard, vers 13 h dans l'après-midi. Comment vous souhaitez que la rencontre se passe? Vous allez avoir à vous occuper d'un enfant dans la soirée. Comment vous souhaitez que la situation se passe avec l'enfant? Vous allez pour une entrevue, pour un travail ou faire une nouvelle tâche dans votre travail. Comment vous souhaitez que ça se passe? Donc, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Et souvent, on ne prend pas conscience du fait qu'on a des intentions négatives, on a des peurs, on a des doutes, on a des malaises. Puis, on a comme une espèce de programmation d'intentions négatives. Parfois parce qu'on se base sur le passé, sur des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Alors, au lieu de fonctionner vraiment dans le présent, ouvert au nouveau, on s'appuie sur tout notre passé. Donc, le processus de l'expression de ses intentions, c'est de prendre quelques secondes avant différents moments de notre journée, juste pour se dire, c'est quoi mon intention? Mon intention idéale, comment je veux que ça se passe vraiment pour que ce soit léger, joyeux, plaisant, qu'on se sente bien, que je me sente bien, que ce soit un bon moment dans ma journée. Et on donne ça comme intention à la vie. Et déjà, ça l'enclenche quelque chose pour que ça puisse se passer de meilleure façon. Alors, plus on a d'une façon consciente nos intentions lumineuses dans notre mental, plus on crée de façon lumineuse notre journée. Le processus 12, ne serait-ce pas merveilleux si? Parfois, on se trouve dans un contexte, puis ça boite, puis ça ne marche pas comme prévu, puis... Et si on se trouve à avoir un petit peu de temps pour se calmer, pour réfléchir, ou ça peut être un autre moment, en dehors de la situation directement, on peut se poser cette question-là. À quel point ce serait merveilleux si? Ne serait-ce pas merveilleux si? Donc, on imagine s'il arrivait telle chose, s'il se passait telle chose. C'est un petit début de phrase qui nous pousse vers l'imaginaire,
qui nous pousse vers le scénario le plus beau, qui nous pousse vers des surprises qui pourraient arriver, vers des situations nouvelles, vers des ouvertures. Ça serait donc merveilleux si... Et vous complétez la phrase. Alors, chaque fois que vous vous trouvez cloisonné, fermé, limité par certaines choses, pensez à ce petit exercice-là. Ce serait donc merveilleux si. Comme ma vie serait merveilleuse si. Comme ce moment-là deviendrait merveilleux si. Et là, des fois, il va vous venir des idées farfelues, des choses drôles. On peut imaginer toutes sortes de choses. Ça va déjà créer une ouverture à l'intérieur. Ça donne des nouvelles inspirations, ça donne des élans pour parler autrement, pour essayer d'autres choses. Alors, juste cette petite phrase-là ouvre des horizons, travaille à développer notre foi face à ce qui peut survenir. On n'est pas souvent assez conscient de quel point notre vie physique est comme un rêve, tout comme la nuit, on rêve et on projette, on aimante, on attire toutes sortes de scénarios. La vie physique, le jour, c'est un rêve, mais plus dense. Selon toutes les énergies qu'on porte et comment on se positionne, on attire différentes situations. Alors, plus on a un scénario de rêve qui est lumineux et conscient, plus on est capable de voir le merveilleux, de l'imaginer, de l'anticiper, de le programmer, de le visualiser, d'y croire, d'avoir la foi en ça, plus la pensée va comme être répétée, va se renforcer, va attirer d'autres pensées de même nature et il y a vraiment des chemins nouveaux qui vont se créer. On passe maintenant au 13e processus. Quelle pensée suscite en vous les meilleurs sentiments? Alors, ce processus-là, c'est pour devenir conscient qu'on a constamment dans la tête, dans la journée, toutes sortes de pensées et que chacune de nos pensées attire une émotion correspondante. Et si la pensée est d'une vibration plus basse, on va se sentir plus mal. Alors, c'est d'être en observation de nos pensées. Quelle pensée suscite en vous les meilleurs sentiments? Et de voir comment on peut changer notre pensée intérieure pour avoir un sentiment qui va être différent. Et quand vous lirez le livre d'Abraham, créateur d'avant-garde, vous allez voir toutes sortes d'exemples qui sont donnés. Et avec les types de pensées, on voit tout de suite, quand j'ai cette phrase-là, par exemple, c'est vraiment difficile de faire cette chose-là aujourd'hui, c'est pas mal lourd. Oui, si on se dit à la place, ouais, je sens que je pourrais trouver un truc pour faire ça plus rapidement ou plus facilement. C'est déjà plus léger. Il y a une façon de se parler intérieurement, d'aborder les événements, de parler des situations, extérieurement ou intérieurement, et ça déclenche d'autres sentiments à l'intérieur de nous. Quand on converse avec des personnes, la façon de leur dire ce qu'on veut leur dire, de faire nos préambules, de les mettre en confiance, de leur témoigner qu'on les apprécie. Il y a une façon de dire les choses qui fait que les personnes vont se sentir mieux et on peut toujours raffiner ça. Parce qu'on a souvent trop tendance à prendre un discours ou un langage ou certaines expressions qui vont être plus négatives, plus frustrantes pour nous, pour les autres. Si on réajuste notre langage et nos pensées, nos sentiments intérieurs vont être mieux et ceux des autres personnes vont être mieux aussi. Alors, quelles pensées suscitent en vous les meilleurs sentiments? Alors, cherchons des pensées différentes qui changent nos sentiments. Le processus 14, faire place nette pour voir clair. Alors ça, c'est tout un processus orienté vers la mise en ordre chez nous. Et en gros, ce qu'Abraham explique, c'est qu'on peut se procurer des boîtes, différentes boîtes de carton, les numéroter. Ça peut être de 1 à 10, par exemple, ou de A à J, ou des lettres, des chiffres, comme on veut. Et on prend les choses qui encombrent notre appartement ou notre maison, on les met dans des boîtes, parce que souvent, on ne touche pas à ces choses-là, mais on les garde au cas où, que ce soit des choses qu'on voit davantage ou qui encombrent nos garde-robes. Et lui, ce qu'il suggère, c'est d'avoir un petit enregistreur numérique qui peut coûter entre 50 et 80 $ à peu près dans un magasin où ils vendent de l'électronique, et d'enregistrer je mets tel objet dans la boîte 1,
je mets telle autre chose dans la boîte 2, dans la boîte 8, dans la boîte 5. L'autre façon, si vous n'avez pas d'enregistreur numérique, c'est de prendre une feuille. Puis juste au moment où vous le mettez dans la feuille, dans la boîte, vous inscrivez la chose et vous le mettez dans la boîte, puis vous marquez le numéro de la boîte. Donc, une fois qu'il y a 5 boîtes, 6 boîtes, 10 boîtes, peut-être même 20 boîtes qui ont été remplies, soit que c'est sur votre feuille, soit que c'est sur votre enregistreur numérique. Si c'est sur l'enregistreur numérique, ça peut tout être retranscrit par la suite. On s'assoit tranquille 1 heure, puis on met sur une feuille ce qu'on a enregistré. On a une feuille qui met tout ça au propre. Si vous le faites à l'ordinateur, ça peut même être classé de A à Z, tous les items. Puis là, vous les mettez en ordre alphabétique, puis vous avez le numéro de la boîte. Alors, vous savez exactement où sont les choses. Ça peut être rangé dans un grenier, dans un garde-robe, dans un garage. Et souvent, c'est des choses qu'on ne touchera pas pendant des mois, parfois pendant des années, et on va pouvoir après donner ces choses-là ou les jeter, les vendre dans une vente de garage. Alors, l'idée, c'est de prendre rapidement des choses qui nous encombrent, mettre ça dans des boîtes, juste noter qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes pour pouvoir le retrouver si vraiment on a mis dans une boîte quelque chose qui pourrait être très précieux. Le processus 15, le processus du portefeuille, l'idée est de mettre dans notre portefeuille ou dans nos poches ou dans notre sac à main un montant d'argent qu'on va laisser là toute la journée et idéalement, par exemple, toute la semaine ou tout le mois. Et quand on va se promener, on s'imagine comment on pourrait dépenser ça pour quelque chose qui sera un plus dans notre vie ou dans la vie de nos enfants ou de nos parents ou d'amis ou de gens qu'on veut aider, une personne âgée qu'on va visiter, une personne malade, une personne qui a moins d'argent que nous, à qui on veut faire un cadeau. Donc, on imagine comment on pourrait dépenser ça. Abraham suggère de le faire avec un 100$ qu'on laisse dans nos poches, ou dans notre portefeuille, dans notre sac à main ou une poche de manteau. On peut le faire tout autant avec un 50$, avec un 20$, avec un 10$. L'idée, c'est que nous, on sait que cet argent-là est là et qu'on va le voir souvent et qu'on va y penser. Et à ce moment-là, on va le dépenser. Et si, par exemple, on imagine dépenser 10 fois notre 100$ dans la journée à travers toutes les activités qu'on fait, c'est comme si on avait dépensé 1000$ par l'imaginaire. Alors, c'est un élan de prospérité pour se préparer au meilleur, se préparer à attirer le meilleur. Si on a un 10$ dans nos poches, puis qu'on va à différents endroits, puis on s'imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce 10$-là, telle chose de nourriture qu'on pourrait acheter, telle carte qu'on pourrait acheter, tel cadeau qu'on pourrait faire à un itinérant, une petite plante qu'on pourrait s'acheter pour nous, pour offrir à quelqu'un, une fleur. Bon, quoi que ce soit, ça dépend de votre créativité. On imagine qu'on dépense ce montant-là de différentes façons et que les ressources vont venir pour que ça coule selon notre imaginaire. Et donc, le processus du portefeuille, c'est une façon de changer notre pensée par rapport à l'argent pour faire confiance, pour développer la foi et attirer des petits miracles de toutes sortes. J'enchaîne avec le processus 16, qui est le processus du pivot. Le pivot, c'est un processus très, très précieux que je fais tous les jours. Le pivot, c'est d'apprendre à pivoter de plus en plus rapidement. Aussitôt qu'il y a une situation qui nous déplaît et qu'on mettrait notre focus sur ce qui est désagréable, c'est de pivoter et de prendre conscience qu'est-ce que je veux vraiment. Si la personne me parle d'une certaine façon et que j'aimerais plus de douceur, on pense que ce qu'on veut, c'est la douceur. Ce qu'on souhaite, c'est ça davantage. Peu importe la situation, il y a un désagrément qui vient de se produire. On imagine la situation inverse, on met notre focus sur ça, on pense à ça, déjà ça nous aide à se sentir mieux, et on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire maintenant qui va faire que je vais déjà m'en aller un petit peu plus dans cette direction-là? Alors, plus on fait des pivots rapidement dans notre journée, moins on reste longtemps dans des états désagréables, des états négatifs. On cesse de nourrir la bête et on nourrit davantage l'être de lumière qui est en nous, qui est en chaque personne qu'on rencontre. Alors ça, ces pivots-là, du négatif au positif, c'est quelque chose de très, très important qu'on peut faire de plus en plus souvent, de plus en plus vite, et qui nous aide à savoir de plus en plus ce qu'on veut vraiment et à trouver des chemins pour avancer vers ça. Le processus 17, le processus de la roue de focalisation, c'est semblable, mais c'est un peu plus long, c'est avec une feuille. On se fait un petit cercle
au milieu d'une feuille. On peut faire un plus grand cercle dans la feuille. Et dans le petit cercle, on peut marquer ce qu'on veut qui serait le pivot. Si on vient de vivre une certaine situation qui a été difficile, disons que je viens discuter avec ma fille, puis on ne s'est pas bien compris, puis on s'est parlé un petit peu raide toutes les deux, puis on n'était pas d'accord, on n'arrivait pas à se comprendre, puis on était mal. Bon, une fois qu'on se calme, une fois que je prends ma feuille par exemple, là je pourrais marquer « Je veux garder mon calme quand je parle. Je veux je veux arriver à trouver les mots pour être comprise et bien comprendre l'autre. » Bon, c'est un exemple, ça pourrait être n'importe quoi là, comme situation. On marque ce qu'on veut au cœur du cercle. Et ensuite, la roue de focalisation, c'est dans la grande roue, un peu comme une horloge, on peut faire 12 chiffres et marquer 12 pensées qui nous rapprochent de la réalisation de ce qu'on veut. Donc, 12 pensées, si je parle plus doucement, j'ai plus de chances d'être comprise que si je parle très, très vite. Si je prends le temps d'écouter ma fille comme il faut à travers ce qu'elle a à me dire, j'ai plus de chances de la comprendre également. Quand je me souviens à quel point je l'aime, à quel point elle est belle, je m'emporte moins avec des détails d'un moment présent. Je me souviens de toute la base de notre relation ensemble. Bon, je vous donne des petits exemples, mais encore une fois, dans le livre d'Abraham, vous allez voir toutes sortes de pensées par rapport à la roue de focalisation. On marque des pensées qui nous rapprochent du fait de se sentir mieux dans le contexte qu'on souhaite. Et ça nous donne des nouvelles inspirations et ça nous aide à focaliser de plus en plus pour atteindre notre objectif. L'autre processus maintenant, le 18, trouver une nouvelle résonance. Une nouvelle résonance intérieure. Alors, je ne m'en souviens pas bien exactement, mais si celui-là, si je m'en souviens bien, c'est toutes sortes d'images. C'est relié aussi, la résonance intérieure, avec toutes les images qu'on a. Attendez un petit peu, quelle note? J'ai écrit ma note tellement petite que je ne vois pas ce que j'ai écrit ici. Ouais, je ne me souviens pas exactement, mais trouver une nouvelle résonance, en tout cas, ça joue encore avec nos pensées. Toutes des séquences de pensées qui nous mettent dans une autre résonance, parce que avec les pensées et les images qu'on a, plus on est à l'écoute, plus on s'observe, plus on remarque qu'on est dans une vibration particulière. Et quand on change les images qui nous viennent, les pensées qu'on a, oups, la vibration change. On peut remarquer, par exemple, si une personne a de l'humour puis qui est capable d'interagir avec nous puis de faire une blague, tout d'un coup, ça dédramatise une situation. Ça change le ton complètement. Alors, la résonance intérieure, tout ce qui monte, est associé à nos pensées et toute la séquence des pensées, des images qui viennent, qui provoquent des émotions. Là, je ne peux pas en parler davantage, je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qui explique, j'ai oublié dans ce chapitre-là. Le processus 19, cesser de résister à l'idée de ne plus avoir de dette. Alors, ça aussi, je vous le laisserai lire pour bien le comprendre, mais c'est tout un processus où sur une feuille, on peut marquer, par exemple, qu'est-ce qu'on se trouve à payer tous les mois, qu'est-ce qu'on a de la difficulté à payer, qu'est-ce qu'on n'arrive pas encore à payer, quel petit montant peut être mis pour chacun, ce pourquoi on peut être fier, parce que malgré certaines de nos difficultés financières, on se trouve à le payer à chaque mois. Certains montants qu'on aurait voulu payer, et des fois on est capable de payer un petit peu plus pour alléger notre dette. Alors c'est comme un processus graduel aussi, avec l'argent, avec nos dettes, pour se sentir mieux, pour avoir confiance, pour apprécier ce qu'on est déjà capable de faire et faire en sorte que l'émotion soit plus positive, pour attirer des meilleures énergies, pour qu'il y ait de plus en plus de choses qu'on soit capable de payer. Alors ça, c'est tout un processus qui est fait en lien avec les dettes qu'on a et une clarification face à une échelle de ce qui est plus grand et de ce qui est plus petit.
J'accélère parce que je sens que j'aurai plus beaucoup de temps pour terminer la vidéo. Le processus 20, c'est s'en remettre au gestionnaire. S'en remettre au gestionnaire, c'est le processus où on fait confiance qu'une fois qu'on a précisé quelque chose, la vie, elle, qui a reçu l'information, va mettre en place des énergies. Quand on a une compréhension un peu multidimensionnelle, comme moi je l'enseigne dans plusieurs de mes textes, on sait aussi qu'il existe des êtres dans les différentes dimensions. On sait qu'on a un groupe de lumière, qu'on a notre ange gardien, qu'on a notre prêtre réel, notre double dans la 7e dimension qui nous accompagne. On sait qu'on a des êtres désincarnés qui parfois vont veiller sur nous aussi. Ce qui fait que quand on précise vraiment ce qu'on veut, par la pensée, par la parole, par l'écrit, il y a tout un réseau d'êtres qui deviennent conscients de ça, et juste par la loi d'attraction aussi, parce qu'on a émané, on se prépare à attirer des choses correspondantes. Donc, c'est de se préparer à déléguer, de ne pas nécessairement tout faire. Comprendre qu'on est un peu dans la vie, parfois comme un président de compagnie, qui a besoin de clarifier ses objectifs, ses priorités, et de laisser les différents départements, les différents employés, les différents collaborateurs et spécialistes prendre en main cet objectif-là et le réaliser. Alors, nous, par moment, il s'agit de clarifier ce qu'on veut, clarifier nos priorités, nos objectifs, nos buts, et le lancer dans l'univers en sachant qu'il y a un gestionnaire subtil qui est la vie avec un grand V, où tous les guides, tous les êtres qui accompagnent, qui vont contribuer à nous aider, et faire confiance qu'il va être mis sur notre route toutes sortes de choses en correspondance avec ce qu'on a précisé. Alors, juste le fait de s'attendre à avoir de l'aide, des collaborations, des inspirations, des intuitions, des nouvelles ressources, c'est déjà un plus en comparaison de la personne qui croit qu'elle doit tout faire tout seule et qu'elle ne peut jamais déléguer. C'est un état d'être, un état de pensée vers le partage de tout ce qui est à faire, vers l'entraide, les collaborations. Et plus on pense comme ça, et plus on sent qu'il y a un gestionnaire, qu'il y a des assistants partout dans l'univers pour nous aider, plus on s'ouvre à ça et au fait de les rencontrer et qu'ils vont nous être amenés, ils vont nous croiser pour que les choses puissent se faire en collaboration et que ça ne repose pas uniquement sur nos épaules, nos seules épaules à nous. Le processus 21 maintenant, le processus 21, c'est retrouver son état de santé naturelle. Plusieurs de nos problèmes de santé viennent d'un malaise intérieur qui est une résistance à quelque chose qui est difficile dans notre vie. Et la résistance va se densifier de plus en plus jusqu'à ce qu'une énergie très dense se cristallise dans notre corps. Ce qui veut dire que parfois, juste par le fait de moins résister, de s'ouvrir, d'être plus flexible, de trouver plus de calme, l'énergie se trouve à passer mieux à l'intérieur de nous. Moi, je dis souvent qu'on est comme une rivière de lumière. L'énergie circule en nous et toutes nos résistances, ce sont comme des billots de bois, des blocages dans notre rivière de lumière. Ça crée des barrages et à un moment donné, ça bloque ou ça déborde ou l'énergie part dans une autre direction. Le fleuve est dévié, la rivière est déviée. Alors, on a besoin d'apprendre à laisser couler davantage, à moins dramatiser, à rester plus calme, plus en paix. Donc, quand on se retrouve en situation de malaise, de maladie, c'est bon d'avoir des temps pour devenir plus flexible, plus calme et laisser l'énergie se placer, respirer en profondeur. Et juste ça, déjà, ça l'aide. Ça l'aide l'énergie à mieux passer, à venir nous nourrir, à venir nous régénérer. C'est pour ça aussi que parfois des gens qui sont malades, qui vont écouter des émissions d'humour, qui se sentent bien, qui vont rire, ça fait déjà un processus de régénération. Des gens qui vont partir en voyage, qui vont relaxer, qui vont se donner une vie avec moins de pression, ça permet à leur énergie de mieux circuler. Alors, retrouver son état de santé naturel, tout ce processus-là, c'est de laisser mieux couler les choses. Et vous allez voir aussi, Abraham décrit toute une série de pensées, une façon d'accepter que l'information, les ressources, les situations vont se placer pour nous apporter ce que notre corps a besoin. Faire confiance qu'on va trouver les réponses, qu'on va trouver les solutions, qu'on va être guidé d'une bonne façon. Développer notre foi par rapport à ce qu'on a besoin, être de plus en plus positif, confiant, avoir de l'espoir.
avoir de l'enthousiasme. Il y a une façon de penser, de se prédisposer face à quelques problèmes, quelques situations, quelques stress qu'on vit, qui rouvre la porte à ce que les situations se manifestent. Donc, retrouver son état de santé au naturel, ça part d'un état intérieur qui va déclencher des choses qui vont se manifester ensuite dans le corps physique. Mais comme je vous dis, le chapitre vous en donnera davantage d'informations. Et le dernier processus, remonter l'échelle des émotions. Abraham décrit bien comment, entre autres, il parle de 22 étapes, des états de peur, de désespoir, de chagrin profond, des états de rage, des états de jalousie, des états de colère, de vengeance, des états d'insatisfaction, des états de... on monte graduellement, après ça on commence à avoir un petit peu d'optimisme, un peu de confiance, on commence à retrouver de l'espoir, on a un certain enthousiasme, on monte graduellement pour se retrouver véritablement avec de l'enthousiasme, avec une grande confiance et finalement avec de la joie, de la liberté. Il y a toute une échelle d'émotions. Et Abraham nous explique comment on peut apprendre graduellement à monter une marche à la fois dans l'échelle des émotions. C'est pas nécessaire de faire un jump de l'émotion la plus lourde à l'émotion la plus légère à l'intérieur de nous. Juste de monter d'une marche, c'est déjà un plus. Ça augmente notre vibration, ça attire de nouvelles choses, de nouvelles ressources. Et si on est plus conscient de cette échelle-là, on peut focaliser dessus et chercher quelle pensée je pourrais avoir qui serait juste l'émotion au-dessus. Puis déjà, ça serait un peu mieux. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Ce qui me ferait monter d'une coche. Alors, quand on prend conscience de tout ça, on se donne du temps pour monter cette échelle-là. Il y a des domaines de notre vie où on est plus haut sur notre échelle. Il y a d'autres domaines où on a plus de difficultés, qu'on est plus bas sur l'échelle. On n'est pas partout dans notre vie au même niveau sur l'échelle des émotions. Mais c'est une guidance qui est très précieuse et qui nous aide aussi à moins se juger et moins juger les autres en comprenant que quelqu'un qui est dans une certaine émotion, qui n'est pas la joie, qui est difficile, c'est parfois quand même beaucoup mieux qu'une autre émotion qui est encore beaucoup plus difficile. Puis la personne, elle peut être en chemin. Comme la colère, par exemple, c'est déjà beaucoup moins lourd que le désespoir profond. Une personne qui est en colère, déjà, elle bouge, elle peut parler, elle peut faire des choses pour modifier cette situation. Elle est en mouvement vers un autre état qui va être, où il va y avoir plus de confiance, plus d'espoir, qui va déjà être encore plus léger, mais on a besoin de passer d'une étape à l'autre parfois pour se retrouver dans les états beaucoup plus hauts. Alors, en gros, c'était un résumé des 22 processus. Je vais juste vous les redire une dernière fois. Je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas si c'est terminé. Comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas tout mon équipement, je les relis une dernière fois. Alors, le premier, c'est le déchaînement d'appréciation. Le deuxième, la boîte de création magique. Le troisième, l'atelier de créativité. Le quatrième, la réalité virtuelle. Le cinquième, le jeu de la prospérité. Le sixième processus, la méditation. Le septième, l'évaluation des rêves. Le huitième, le livre des aspects positifs. Le neuvième, la création de scénarios. Le dixième, le processus du napperon. Le dixième, l'expression de ses intentions. 10e, c'est le napperon. 11e, l'expression de ses intentions. 12e, ne serait-ce pas merveilleux si. 13e, quelle pensée suscite en vous les meilleurs sentiments. 14e processus, faire place nette pour voir clair. 15e processus, le processus du portefeuille. 16e, le processus du pivot. 17e processus, le processus de la roue de focalisation. Le 18e, trouver une nouvelle résonance intérieure. Le 19e, cesser de résister à l'idée de ne plus avoir de dette. Le 20e, s'en remettre au gestionnaire. Le 21e, retrouver son état de santé naturelle. Et le 22e, remonter dans l'échelle des émotions. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce partage-là que j'ai fait pour vous, avec vous. Et au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo pour cette belle année 2012. Alors, au revoir et bonne fin de journée.